Cette capsule-ci va porter sur le problème 41 du chapitre 4. Bon, l'énoncé est là du chapitre du numéro 41. Grosso modo, on a une tige ici, on nous donne la longueur. La tige est chargée, 150 microcoulombs par mètre pour la tige. Puis ensuite, on a une petite sphère qui a une charge négative, moins 2,5 microcoulombs. On nous donne sa masse aussi, 80 grammes, puis elle est au point P1, donc ici. Ensuite, on nous pose la question, puis on nous donne la distance. On a 0,5 mètres entre l'extrémité de la tige et le point 1. Puis on nous demande quel est le module de la vitesse nécessaire pour que cette sphère-là se rende jusqu'au point P2, qui est situé à 4 mètres de l'extrémité de la tige. Autrement dit, d'abord, vous voyez qu'il y a une attraction. Là. La tige, elle, est chargée positivement, c'est plus 150 microcoulombs par mètre. Puis la petite sphère, elle, est chargée négativement, donc il y a une attraction. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut lui conférer une vitesse, il faut lui donner une vitesse ici vers là-bas pour qu'elle se rende au point 2 parce qu'en fait, elle est attirée, donc elle va certainement ralentir. Vous voyez, ce problème-là, ce genre de problème-là, c'est un problème où on va utiliser le principe de conservation de l'énergie. Parce qu'on a une vitesse, puis ensuite, on a deux positions, une position finale, une position initiale. Donc, en fait, la façon la plus simple de résoudre ce genre de problème-là, c'est d'utiliser la conservation d'énergie. Donc, on a de l'énergie cinétique à quelque part, on a des vitesses, donc on a de l'énergie cinétique, puis on a aussi des potentiels électriques. Parce que, bon, on a des charges, on a toutes les distances qu'il faut, donc on va être capable de calculer le potentiel électrique aux deux points, c'est-à-dire au point P1 puis au point P2. Donc, en fait, c'est ça, c'est de se prendre une situation initiale, une situation 1, comme ici, situation finale, la situation 2, puis on calcule l'énergie potentielle, l'énergie cinétique aux deux endroits. Donc, pour faire ça, par contre, il faut être capable de calculer justement le potentiel. Alors, pour calculer le potentiel, dans le fond, on a des données ici. On sait que le potentiel, ça se calcule en faisant K dQ sur R. Donc, en fait, KdQ sur R, il faut l'intégrer sur toute la tige, puisque c'est la tige qui crée le potentiel au point P1. C'est la tige aussi qui crée le potentiel au point P2. Donc, il va falloir faire cette intégrale-là. Puis, en fait, elle n'est pas très compliquée à faire. Il s'agit de remplacer, bon, comme d'habitude, le DQ, ce n'est pas un élément d'intégration acceptable. Donc, il faut le remplacer par un élément de distance. Donc, ici, on va se mettre un axe YX comme ceci. Donc à ce moment-là, quand on va découper notre fil, ça va être dx la longueur, puis ça va être x notre variable d'intégration. Donc dq va être remplacé, on l'a fait à plusieurs reprises au chapitre 2. Dq devient lambda dx, lambda étant la charge par unité de longueur, fois dx, donc ça va nous donner dq. Pour ce qui est de r c'est toujours la distance entre l'élément, le morceau de fil qu'on a ici, et le point où on veut calculer le potentiel. Donc, en fait, ça va se trouver à être x, qui est cette distance-là, plus l'autre distance qui est ici. Alors, cette distance-là, mettons que je vais l'appeler d. C'est sûr que là, je sais que c'est 0,5 m. Je pourrais le remplacer aussi par 0,5 m. Sauf qu'en réalité, j'ai avantage à l'appeler d parce que je vais être obligé aussi de calculer le potentiel pour le point P2. Donc P2, ça va être une autre distance. Alors aussi bien de l'appeler D, comme ça, D, je pourrais lui donner la valeur que je veux. Tout à l'heure, je vais pouvoir lui donner 0,5. Puis pour le point P2, je vais pouvoir lui donner la valeur 4. Donc comme ça, je vais faire mon problème une fois pour toutes. Donc R, je le remplace, comme on vient de dire, par X plus D. Donc X plus D, la distance jusqu'au point. Donc voilà, maintenant, il me reste à fixer mes bornes d'intégration. Donc notre tige va de x égale 0 jusqu'à ici, qui est sa longueur. Donc elle mesure 3 mètres de long. Alors on va intégrer de 0 à 3 mètres. Donc cette intégrale-là va nous donner, bon, k lambda, c'est des constantes. dx sur x plus d, en fait, ça donne log de x plus d comme intégrale. Donc de 0 à 3. Donc on va avoir finalement log de 3 plus d sur, on pourrait le mettre comme ça, si je remplace x par 0, donc sur d. En fait, ça donne log de 3 plus d moins log de d, mais bon, en utilisant les propriétés des logs, on peut l'écrire aussi de cette manière-là. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver le potentiel.
Maintenant, si on veut poursuivre, ce qu'on voulait avec ça, c'est être capable de calculer nos énergies. Donc, l'autre étape, c'est de dire, regardons la situation 1, je vais faire la 2 de l'autre côté. Donc, au point 1, on va avoir de l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, on la calcule, donc on pourrait l'appeler U1. On la calcule en faisant la charge fois le potentiel. Alors, la charge de notre sphère, on va retourner en haut la chercher, c'est moins 2,5 microcoulombs. Donc, moins 2,5 microcoulombs. Fois le potentiel. Ben, le potentiel, on a trouvé comment le calculer ici. Pour le point P1, il s'agit juste de remplacer D par 0,5 m. Donc, on peut le faire comme ça. On va écrire lambda log de 3 plus 0,5. On va faire 3,5 sur 0,5. Puis finalement, ben, il va nous rester à mettre tous les chiffres. Là, donc, on va avoir K qui va être 9 par 10 à la 9. Lambda qui était 150 microcoulombs par mètre. Donc 150 par 10 à la moins 6. C'est des microcoulombs par mètre. Puis ensuite, log de, alors on va avoir 3,5 sur 0,5. Voilà, il reste à pitonner tout ça et on va avoir donc notre énergie potentielle pour le point P1. Pour ce qui est de l'énergie cinétique, donc je vous laisse finir les calculs. Pour l'énergie cinétique, on va avoir une demi mv carré. Puis on a la masse ici, on nous donne 80 grammes pour la balle. Puis la vitesse, ben, c'est ça qu'on cherche en fait. On veut savoir c'est quoi la vitesse pour se rendre au point P2. Donc ça va rester notre inconnu. Si on va voir en 2, on fait la même chose. On calcule U2. Ça va être identique à ici. Là. Donc on fait Q fois V. Donc moins 2,5 fois 10 à la moins 6. C'est toujours notre même sphère. Sauf que cette fois-ci, dans notre log, ben, au lieu d'avoir 0,5 m, le point P2 il est à 4 mètres. Donc on va avoir 3 plus 4 sur 4. Donc il y a juste ça qui va changer. Le reste, c'est les mêmes variables. Donc on peut encore calculer U2 comme ça. Puis le K, cette fois-ci, ça va être 0 parce qu'on veut se rendre jusqu'au point P2, donc limite. Donc disons en s'arrêtant rendu au point P2. Donc on va mettre 0 comme énergie cinétique finale. Et finalement, ben, on applique le principe de conservation d'énergie. Donc, on va dire énergie 1 égale énergie 2. Alors, on calcule tout ça à gauche, tout ça à droite. Puis, on met nos chiffres là-dedans. Tout ce qui nous reste à faire, c'est isoler ensuite notre vitesse. Ça va être le seul inconnu. Ça va être la vitesse qui va être ici. Donc, pour résumer, quand on a des problèmes de ce type-là, où on a une position finale, position initiale, puis qu'on veut trouver une vitesse. Donc là, ça nous donne un indice, vitesse, énergie cinétique. On a des positions initiales, finales, donc c'est avec la conservation d'énergie qu'on va résoudre ce genre de problème-là.